Et donc là, j'étais foudroyée par la beauté de la collection, par l'histoire de cette dame, et je suis partie de cette visite. Donc on est un peu comme juste après mes premiers tableaux de femmes, je pars de ce lieu en me disant oh, mais l'art c'est au centre de ma vie, et que ça soit moi ma création, il faut que je continue, il faut pas que je lâche, et même s'il y a du quotidien, même s'il y a beaucoup de doutes aussi, parce que des jours on se sent super, on se dit oh, punaise j'ai fait ça en 2 heures, c'est génial, j'ai un super potentiel, et puis le lendemain on se lève, on se dit non mais c'est nul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ne laissez pas vos rêves sans surveillance dans le format interview. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir sur le canapé une amie d'enfance, Anouk Marco. Bonjour Axel. Anouk, comment ça va? Très bien. Je suis ravi de te recevoir. Ça fait quelques temps, on disait qu'on s'était pas vu. Quelques années, oui. Ouais, quelques années, on garde contact par nos activités respectives. Je suis très heureux, on va pouvoir échanger, parler des rêves d'enfance, de la réalisation de soi sur ce format. D'abord, est-ce que tu peux te présenter, Anouk, s'il te plaît? Non. Donc moi j'ai donc Anouk Marco, j'ai 42 ans, Ouais. Mère de famille, donc maman d'une petite fille. Et je suis artiste peintre, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc artiste peintre depuis longtemps, même si à côté de mon activité artistique, j'ai eu une carrière de juriste pendant près de 20 ans qui s'est terminée là, en septembre dernier. Ouais. Voilà, dans les grandes lignes. Je vis aujourd'hui à Saint-Étienne. D'accord. Avec donc mon mari et ma fille, et la raison pour laquelle je suis installée à Saint-Étienne, c'est pour avoir un appartement plus grand et mon atelier de peinture. Ah oui, ça y est, t'as ton propre atelier dans l'appart. À partir du mois de juin, oui. Les travaux seront terminés et l'atelier sera ouvert au public. D'accord, très bien. Est-ce que tu as toujours peint? Alors, peint, non. Maintenant, j'ai toujours été attirée par la couleur. Donc ça depuis toute petite. Alors, je pense que c'est aussi dû au fait que mes parents aimaient beaucoup les artistes très colorés, et j'ai fait des expositions, des musées avec eux. D'accord. Donc, pour ceux qui connaîtront, Henri Matisse, Claude Viala, qui est un peintre du Sud, qui fait des osselets avec des couleurs très vives. On avait visité les musées espagnols, on avait vu le peintre Miro, bon, Picasso aussi, bien sûr. Et du coup, j'ai toujours joué avec les couleurs, fait des dessins, et je suis arrivée à la peinture par la couleur en fait. J'ai pas fait de cours ni quoi que ce soit, mais j'ai toujours été attirée par la couleur. Et je me souviens, c'est la petite anecdote, mais c'est vrai qu'à 6 ans en fait, je faisais des chats bleus. Et alors, pour quelle raison, je sais pas, j'en fais encore aujourd'hui, parce que c'est un thème qui est récurrent. Alors j'aime pas particulièrement les chats, je suis même très allergique. D'accord. Et tu aimes le bleu? Et je l'ai fait bleu. Et du coup, oui, effectivement, aujourd'hui je suis habillée en bleu aussi. Et c'est vrai que à 6 ans, pour mon anniversaire, j'ai demandé des peintures bleues. D'accord. Et donc j'ai eu tout un nuancier de peinture bleue pour mes 6 ans, et j'étais comme une dingue avec les nuances de couleurs et jouer avec les mélanges de couleurs. Donc voilà. D'accord, c'est ton souvenir, le bleu. Oui. Okay. Un des plus anciens, et puis voilà le thème du chat bleu qui revient, puisque j'en ai fait encore un cette année, justement sur les murs de l'atelier. D'accord, c'est marrant ça. Tu as toujours voulu être peintre? Ah, pas du tout. En fait, c'est pas alors, qu'est-ce que ça veut dire être peintre? Est-ce que c'est peindre? Est-ce que c'est... J'ai toujours été créative, j'ai toujours eu, comme je dis, cette attirance pour la couleur, et puis le bricolage, enfin tout ce qui est créatif. Après, j'ai fait ma première toile complètement par hasard. J'ai 16-17 ans, et ma mère avait acheté du tissu pour faire des rideaux pour la terrasse, et en fait elle veut jeter ce tissu, et elle me dit voilà, est-ce que tu veux en faire quelque chose? Et je lui dis ouais, ok, je le prends. Et en fait j'achète des tubes de couleurs primaires à Montpellier d'acrylique, et je peins mon premier tableau complètement spontanément, et donc je fais des grands carrés de couleurs, et le résultat me plaît vachement. On est quoi, on est en seconde là? Oui, c'est ça, oui, au lycée. Ok. Et puis voilà, le résultat, je me dis ah oui, j'ai fait ça, et c'est super chouette. Et en fait, depuis ce moment, je me suis plus jamais arrêtée de peindre. D'accord, c'est de l'abstrait? J'ai commencé par de l'abstrait, donc pendant des années je fais juste des carrés de couleurs, parce que je me dis, encore une fois, parce que j'aime la couleur, parce que je me sens pas forcément capable de dessiner. Le dessin, ça me paraît
compliquées, Ah, difficiles. Et mais j'ai toujours aimé, sinon dans les artistes que je vais voir en exposition haute, les portraits de femmes. Et donc d'accord. c'était vraiment un thème que j'avais au fond de moi depuis toujours, mais que j'osais pas faire parce que je me disais mais j'arriverai jamais à peindre une femme. Et c'est assez drôle parce que j'ai essayé de réfléchir moi-même, faire un peu une introspection, de me dire bah pourquoi aujourd'hui je peins, si je dois en parler, qu'est-ce qu'il y a à raconter, et me comprendre en fait moi-même, parce qu'en fait des fois on fait les choses spontanément et on sait pas forcément pourquoi. Et ben c'est en fait c'est quand j'ai rencontré mon mari, donc l'homme de ma vie, que c'est vraiment la même année où là je me lance et je fais ma première peinture à partir d'une photo. Je fais un premier tableau. Je me dis bah finalement le résultat il est pas si mal que ça pour voilà quelqu'un qui a jamais fait de cours ou autre, et donc ça me donne de l'espoir, et là je commence et encore une fois bah, là je m'arrête plus non plus, et depuis je peins des portraits de femmes. C'était en quelle année que tu as fait On est en 2008-2009. D'accord, ok. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Tu peux nous raconter un peu ton parcours, parce qu'effectivement, nous on s'est connus surtout au lycée, tu étais en L, Ouais. après on s'est retrouvés en fac de droit, et ensuite effectivement tu as été juriste d'entreprise pendant pas mal d'années. Ouais, tu peux nous raconter un peu ton cheminement, comment tu as mené les deux, entre guillemets, en parallèle. Alors déjà, moi au niveau de mon choix de carrière professionnelle, il se fait par défaut. C'est-à-dire que bon, je suis pas Ah très ouais. bonne en maths et en physique, et je me débrouille en littéraire, donc je fais littéraire. Je sors Ah, du... c'était pas une passion pour les lettres, les Ah mots. pas du tout, moi je suis au lycée, je suis complètement à l'ouest, j'ai aucune visibilité sur mon avenir, enfin je vois pas plus loin que 6 mois devant moi. D'accord. Et voilà, j'ai une copine Oui, de ma sœur qui fait du droit, pardon. non, j'allais dire pardon pour te couper, je voulais pas te couper, mais on est de Montpellier. Oui, Voilà, faut le dire. où il y a une très belle université de droit. Donc j'ai un bac littéraire et je me dis, ben voilà, soit je fais lettres, soit je fais droit. D'accord. Et je connais donc voilà une copine de ma sœur qui fait du droit, qui va devenir avocate, et je m'inscris presque par hasard dans ce métier-là, enfin dans cette voie-là. Finalement donc je deviens juriste d'entreprise, donc j'ai été juriste d'entreprise pendant 20 ans. Ça Est-ce- me- Ça t'a plu? Alors, et ben par rapport même à la peinture, ce que ça m'a apporté, je pense, c'est déjà une structure, parce que je pars très vite dans tous les sens et qu'il Ouais. y a une certaine rigueur dans le métier de juriste qui est nécessaire. Et donc, de ce point de vue-là, dans la discipline, le travail, Ah ouais. l'organisation, je pense que ça m'a apporté. Et finalement, au-delà même m'apporter, il y a vraiment un lien, je pense aussi, avec la peinture, c'est l'inspiration, parce qu'en fait, mon inspiration, je la trouve dans les relations humaines. D'accord. Et l'entreprise, c'est une manière de rencontrer plein de personnes, de négocier des contrats. Donc ça peut être effectivement d'autres juristes de société, mais même en interne, on travaille avec des comptables, on travaille avec des commerciaux, des gens qui sont différents de nous, et on côtoie des jeunes, des moins jeunes, des gens expérimentés. Et voilà, et puis en entreprise, bon, on y passe 80% de son temps, donc il y a un petit monde social où on observe les gens, on voit les réactions, les relations humaines, et de ce point de vue-là, je pense vraiment que c'était une source d'inspiration. Tu es plutôt, du coup, très curieuse de nature. Oui. D'accord. Curieuse, je m'ennuie vite, j'aime changer d'environnement, rencontrer des nouvelles personnes, et voilà. D'accord. Et je veux dire par là que ton métier de juriste, comment dire, c'est pas, enfin si ça a été un peu, apparemment un choix un peu par défaut, mais après ça a pas été une plaie ou un truc comme ça. C'est pas un truc que Ah non, pas du tout, même, en fait ça a même... tu as subi. Alors non, pas subi, et puis en fait avec plus le temps passe, plus finalement la vie c'est un peu comme un puzzle, et chaque élément prend du sens. C'est-à-dire que je l'ai subi pendant un temps où dans ma tête je me dis ah là là, voilà, je suis complexée parce qu'il y en a qui ont fait les beaux-arts, moi j'ai pas fait les beaux-arts, et pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Et en fait plus les années passent, et aujourd'hui je me dis bah non, en fait ce choix-là il est super parce que ça m'a permis de financer mon crédit, ça m'a permis d'acheter du matériel de peinture, parce que j'ai échangé avec une dame qui fait Nathalie Crotaz, qui est souffleur de verre, qui fait un travail exceptionnel, et c'est sûrement une des meilleures souffleuses de verre de France. Et j'ai fait un stage avec elle et on a échangé. Et elle a fait le choix tout de suite après son bac de dire est-ce que je fais un travail alimentaire ou autre, ou est-ce que je me lance dans mes créations et mon art. Et elle a fait le choix de faire son art. Et là, elle m'a raconté ces années de galère où elle a froid, elle mange pas à sa faim, elle est vraiment dans une situation hyper difficile. Et moi, je me dis, pendant toutes ces périodes-là, donc finalement aujourd'hui, elle en vit.
D'accord. Elle en vit bien, elle a un nom, enfin, mais elle a mis 10 ans en fait à réussir à s'installer et à vivre de son activité confortablement. Et moi, quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, ah mais moi en fait, pendant tout ce temps-là, ouais, j'ai rencontré des gens, je suis allée au resto, je n'ai peint que les week-ends ou mes vacances, mais quand D'accord. j'ai peint, je me suis jamais dit, est-ce que j'ai 40 € pour m'acheter une toile en fait. Et de ce point de vue-là, parce que la peinture ça coûte aussi, et il y a beaucoup et plus on en fait, plus ça coûte cher, parce qu'on commence au début on fait avec de la peinture basique, après on se dit, ah oui, quand même des belles peintures pigmentées, ça rend mieux. Pareil pour les supports, on trouve des châssis à très bas prix, mais bon, le bois courbe, le rendu, on gratte un peu, la toile se trouve. Enfin, il y a plein de petits détails, après on devient exigeant, on devient plus... et en fait, voilà, finalement, je me suis dit, voilà, pendant quelques années, j'avais l'impression, peut-être pas d'être en échec, mais j'étais frustrée. Et aujourd'hui, je me dis, bah non, en fait, aujourd'hui, bah justement, j'ai subvenu à mes besoins, j'ai élevé ma fille, j'ai payé mon crédit. Et là, maintenant, voilà, là, c'est mûr, maintenant, c'est le boulevard et je peux sereinement créer, en fait. Et c'est pas rien. D'accord. Donc en gros, ces années de jury, ça n'a pas été des années entre guillemets de souffrance, à dire je subis un job. Parce que tu vois, moi j'ai eu 2 périodes entre guillemets. J'ai commencé dans un cabinet de conseil, 4 ans, un enfer. Et en plus j'étais nul, je détestais ça. Et ensuite là maintenant, depuis 12 ans maintenant, je fais de la formation en plus de l'écriture. Et ben la formation, c'est pas une plaie. Je me dis pas je vais juste gagner ma croûte. Non, j'adore être au contact des gens. Alors, il faut une espèce d'équilibre, d'alternance, mais aujourd'hui, je crois que si jamais un de mes bouquins cartonnait ou vraiment ça perçait, je sais pas si j'arrêterais totalement la formation. Peut-être que je continuerai d'aller animer quelques journées comme ça. Ouais, je comprends. Mais en fait, il y a plein de choses qui jouent. Il y a l'aspect social, de se dire, bah voilà, moi de même, alors... je peux rester une semaine à peindre sans voir personne, ça me pose pas de problème. Maintenant, est-ce que sur voilà, du plus long terme et tous les jours, bah oui, mais j'adore aussi aller à la rencontre des gens, échanger le matin, même ne serait-ce que de se lever, de se préparer, de se maquiller. Enfin, il y a toute une dynamique en fait quand on a un travail un peu plus conventionnel et tout ça, ça rentre en compte. Et aussi, je pense qu'on idéalise beaucoup ce truc de dire, bah, soit on a le métier en entreprise ou le métier classique et bon voilà, on gagne de l'argent mais on est malheureux, soit envie de son art et on élève des chèvres. Non, parce que même celui qui élève les chèvres en fait, il va se lever. Des chèvres. Bah, non, je veux dire, il y a des gens, on dit ils plaquent tout, ils ont tout plaqué, ils étaient directeurs financiers et puis voilà, ils vivent de leur passion, ils font du fromage de chèvre et on dit bah oui, mais est-ce que finalement se lever à 4h du matin un dimanche, ne jamais avoir de vacances, gérer un problème de clôture la nuit quand il y a toutes les... c'est aussi une contrainte en fait, et je pense que quels que soient les choix en fait que l'on fait, il y a des contraintes et justement après c'est à voir à chacun qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous ressource, et de se dire bah voilà, moi mon équilibre entre les contraintes et les bons côtés, c'est celui-là qui me convient, et c'est des choix qui sont très personnels, mais je crois pas du tout à la situation idyllique, où ceux qui sont dans une situation idyllique, ils remplissent des cases qui sont, bon voilà, ils viennent de familles qui ont beaucoup d'argent, ils vivent, ils n'ont pas besoin de vivre de leur, même d'avoir un métier en fait, et après il se trouve qu'ils peuvent se consacrer à 400% à leur œuvre artistique, créative, donc il n'y a pas d'idéal. D'accord, ok. Mais donc du coup, avec le recul, si tu devais revivre cette sortie du lycée, voilà, tu ferais le même choix. Tu te dis pas... est-ce que j'aurais dû me lancer dans la peinture tout de suite? C'est pas. Je réfléchirais. T'as pas de regret, quoi. Non, pas de regret, aucun regret. Comme Johnny, quoi. Johnny, il dit ça. Mais je pense qu'il avait tellement raison. Il disait, le secret de la vie, c'est de vivre sans rétroviseur. Tu regardes pas en arrière. Oui, et puis quel intérêt en fait, sauf si ce n'est pour en tirer des conclusions ou de se mettre un petit coup de pression, de dire bah voilà, pendant 10 ans, 20 ans, j'ai fait quelque chose qui me correspondait pas, et là j'ai encore le temps de changer en fait. Mais autrement, non. Et puis en fait, je m'aperçois aussi que, et c'est une question, je pense, d'idéalisation, quand on s'intéresse à des œuvres voilà, de grands artistes, grands écrivains, et qu'on entend leur vie, il n'y en a aucun qui a connu le succès pendant tout... Non, non, tout le monde a galéré, tout le monde s'est posé la question de quoi je vais manger. Voilà, c'est normal en fait, qu'il y ait des choix à faire, qu'il y ait des priorités, qu'il y ait des besoins auxquels il faut que l'on subvienne, et on ne peut pas non plus toujours créer, toujours être
la partie qui nous plaît, enfin, un peu enfin, alors c'est peut-être pas le loisir, mais on peut pas faire 100% que ce qu'on a envie de faire tout le temps, en fait. Donc, il faut l'accepter, je pense. Pour bien le vivre, en tout cas. Ok. D'accord, donc ça plonge loin, en tout cas, tout ça. Tu as aimé l'enfance? Non. Non. Ou en tout cas, je sais pas. Je peut-être, quand j'ai vu ta pièce comme un lundi, c'est vrai que où on parle, voilà, de... Très bonne pièce. C'est vrai. Que j'ai eu la chance de voir à Paris. Et là où on voit vraiment, voilà, l'enfant avec tous ses rêves, toutes ses envies. Alors, j'ai pas aimé, j'ai pas non plus détesté mon enfance, mais un peu comme ce que je disais tout à l'heure, après, au moment de faire des choix d'études, c'est moi je suis dans le quotidien, c'est le bazar dans ma tête, je vois pas bien loin, je me souviens pas d'avoir je me projetais pas en fait. D'accord. Je me disais pas, ah, tiens, quand je serai grande, je serai ci, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et je vis au jour le jour, et voilà. Donc, D'accord. l'enfance, ouais. D'accord, très bien. Ah oui, c'est vrai que tu vu comme un lundi, effectivement. D'accord. Alors justement, donc tu as le passage à l'âge adulte, et notamment le fait de commencer une carrière, entre guillemets, en tant que juriste. Comment tu l'as géré ce passage par rapport à ta famille, ton entourage, facile, difficile, le fait de... Alors, excuse-moi, j'ai pas compris le passage de... Le passage à l'âge adulte, comment tu as géré ton passage à l'âge adulte vis-à-vis de ton entourage, ta famille, facile, difficile? J'ai même pas entendu ta question parce que j'ai pas non plus de souvenir de... En tout cas, pas tout blanc, tout noir de dire, bah tiens, je suis... Non, je pense que je suis assez autonome, indépendante assez rapidement, naturellement. D'accord, J'ai envie d'être autonome, de travailler, donc je monte sur Paris pour mon premier emploi. Voilà, ça se fait d'accord. naturellement. T'as pas eu de pression dans un sens ou dans l'autre Pas de pression, Ok, plutôt l'envie d'être autonome, d'avoir ma vie, d'avoir mon chez d'accord. moi, d'avoir... voilà, Ok, enfin, pas de difficulté ou de souvenir particulier par rapport à ok, ça. ça t'a pas marqué. Ok. Ouais. Ok, on va faire un saut dans le temps. On arrive maintenant, du coup, septembre, c'est à 2022. Quand tu quittes ton boulot en entreprise, tu as passé 20 ans à être juriste renommé, un profil LinkedIn au top, non, beaucoup de contacts, voilà, on se dit, ah tiens, Anouk c'est sympa, elle peint en parallèle, tu as vu, elle fait des trucs, voilà. Et puis là, ça y est, Anouk dit, bon bah ok, je vais maintenant peindre à plein temps. Tu peux nous raconter un peu ça? Alors déjà c'est pas entre guillemets un coup de tête, donc ça c'est depuis des années. J'avais déjà fait un break entre deux postes pour me consacrer pendant 6 mois à la peinture, où justement je voulais faire le test de est-ce que si je peins tous les jours, parce que voilà, je peignais les week-ends et je me dis est-ce que si je peins tous les jours, j'en aurais pas juste marre de peindre et que peut-être que c'est l'idéal que j'ai dans ma tête, concrètement, ça me conviendrait pas du tout. Donc j'avais tenté ça, et en fait pas du tout. Là, j'ai peint jour et nuit, et T'as j'ai fait adoré. 50 tableaux, et oui, j'ai adoré, et je me suis dit, oui, effectivement, ça confirme mon intuition. Alors déjà, en fait, cette décision-là, donc elle est mûrement réfléchie, donc c'est pas du jour au lendemain, je me dis, ah oui, tiens, j'ai envie de peindre. Non, non, c'est ce besoin, parce que finalement c'est un besoin en fait de me consacrer à ma peinture, c'est pas juste une profession, et même l'aspect en vivre vient après le besoin de peindre en fait. Donc ça fait longtemps que je me dis, voilà, c'est pas le bon moment, mais il faut que je consacre plus de temps, parce que justement peindre un week-end, 1 heure par-ci par-là, ça ne suffit pas pour me dépasser, parce que il y a une notion de progression dans le travail artistique qui pour moi est hyper importante. Et donc là j'étais sur un palier, et pour dépasser ce palier, il faut que j'en fasse beaucoup plus, il faut que je m'y consacre à temps plein. Et voilà, et donc finalement qu'est-ce que j'ai fait? C'est une question d'organisation, de famille, de revenus, de dire voilà, là j'ai cette opportunité là qui se présente. J'ai mon mari qui change de travail, je fais un suivi de conjoint, voilà, c'est un nouveau départ, on va dans une région où justement l'immobilier, et c'était un choix aussi, c'est pas par hasard si on est allé justement à Saint-Étienne, l'immobilier est moins cher, donc on peut avoir le double de surface d'appartement pour justement avoir un grand atelier. Et donc aujourd'hui, je suis dans cette période de ma vie où je me consacre à 100% de mon temps à ma peinture.
Maintenant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je vois pas non plus tout blanc, tout noir, et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans cette période-là, j'aurais peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, besoin d'avoir un revenu autre, et je reprendrai un métier, et je n'exclus pas non plus d'être juriste pendant une période d'intérim s'il faut être juriste. En fait, voilà, je vois pas les choses tout blanc, tout noir. Après, voilà, c'est une période de ma vie, effectivement, où... et là, je pense, je dors, je respire peinture et j'en profite à 100%. En disant, voilà, là, c'est le bon moment, quoi. Incroyable. Tu as dépassé du coup ce fameux complexe de l'imposteur, de dire mais en fait je peux pas être peintre, enfin les peintres c'est Picasso, c'est Dora Maar, c'est pas moi. Enfin, est-ce que tu as dépassé tout ça ou pas? Non, pas du tout. C'est très Non, mais c'est vrai que c'est très difficile. En fait, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, il y avait déjà ce sujet d'études. Je n'ai pas fait les beaux-arts. Quand j'ai eu ou j'aurais pu l'occasion de les avoir, je me suis rendu compte que j'étais trop âgée parce qu'on peut plus. En fait, on peut après les faire, mais en auditeur libre, et on n'a plus le diplôme. Et puis finalement, je me suis dit, moi, ma propre conception de l'art, c'est pas tant de savoir ou de l'artiste, c'est pas tant de savoir si on a fait les beaux-arts, c'est le travail, et c'est est-ce que, voilà, est-ce qu'on arrive à mettre sur une toile, sur une sculpture, une part de soi, et ça passe par un travail de dingue. Et finalement, moi-même, quand je vais voir une exposition, jamais je me pose la question de savoir si c'est quelqu'un qui a fait les beaux-arts ou pas. Donc là, j'ai commencé à me dire, ah bah oui, il y a des artistes qui font des trucs génialissimes, qui me touchent énormément, qui font des super expos et qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas du tout fait les beaux-arts. Une de mes artistes d'ailleurs contemporaines préférées, c'est Nouchka, et bon, elle a fait HEC et est juste hyper douée pour la peinture, et voilà. Donc là, j'ai commencé à me dire, en fait, finalement, je suis artiste, pas besoin d'avoir fait les beaux-arts. Et puis aussi, je sais pas, après c'est l'histoire de la confiance. Plus on vieillit, plus on s'affirme, plus on se rend compte que finalement, c'est pas grave. Alors si, il peut y avoir des gens qui ont besoin que le tableau soit dans une galerie, ou que la personne ait le diplôme pour se dire tiens, c'est un artiste. Mais bon, après le but c'est pas de convaincre non plus tout le monde. Moi, dans mon fort intérieur, je me dis alors c'est pas tant de me dire que je suis artiste, c'est l'art et le fil conducteur de ma vie, en fait. D'accord. Et ça, pareil, ça fait peut-être un peu étrange, mais j'ai eu un espèce de méga déclic quand j'ai visité l'abbaye de Chaali à Senlis, près de Senlis. D'accord. Donc c'est la dernière, je sais pas si tu connais, c'est la dernière demeure de Cornélia Jacquemart-André, qui était portraitiste. Il y a un musée à Paris, et donc après sa dernière demeure à l'abbaye de Chaali, pardon, parce que j'ai appris récemment qu'il ne fallait pas dire le S comme je suis du Sud, je prononce toutes les lettres. Et en fait, c'est une dame qui était portraitiste, qui fait le portrait d'un homme très riche, et finalement qui deviendra son mari, et ils vont passer toute leur vie à collectionner et à rassembler des pièces d'œuvres d'art du monde entier. Et elle a consacré sa vie à l'art. Et j'ai visité ce musée en hiver. On était tout seuls dans le musée avec mon mari. Il neigeait, enfin c'était hors du temps. Et j'ai adoré cette histoire, en fait, de cette dame qui consacre tout son argent et son temps, parce que à l'époque, aller chercher en Asie des sculptures, ça se faisait pas comme il n'y avait pas encore les livraisons express, où il n'y avait pas encore Amazon. Et voilà. Et donc là, j'étais foudroyée par la beauté de la collection, par l'histoire de cette dame, et je suis partie de cette visite. Donc on est un peu comme juste après mes premiers tableaux de femmes, je pars de ce lieu en me disant mais l'art c'est au centre de ma vie, que ça soit moi, ma création, il faut que je continue, il faut pas que je lâche, et même s'il y a du quotidien, même s'il y a beaucoup de doutes aussi, parce que des jours on se sent super, on se dit punaise, j'ai fait ça en 2 heures, c'est génial, j'ai un super potentiel, et puis le lendemain on se lève, on se dit non mais c'est nul ce que j'ai fait, il est pourri ton tableau. Je comprends tellement. Il y a le soleil, ça y est, on voit toutes les marques de pinceau, et voilà tous les problèmes, en fait les défauts du tableau, et c'est voilà. Et donc il y a ce yo-yo là qui est permanent, mais depuis la visite de ce lieu, je me dis ne lâche pas, et j'ai cette petite voix au fond qui me dit voilà, c'est pas grave, là t'as pas le temps, mais tu vas le prendre le temps, et dès que tu peux, tu vas créer. J'achète aussi des tableaux de portraits de femmes, donc j'ai aujourd'hui près de
moi, je crois 18-20 tableaux de portraits. Je ne sais plus où mettre, mais qu'est-ce que je suis contente de les avoir. Donc de tous les styles, toutes les époques. Et je me dis, bah voilà, c'est ma petite contribution à l'art. Voilà, il y a des tableaux que j'achète à des artistes contemporains, mais il y en a d'autres, voilà, je les chine. Il y a des tableaux qui sont poussiéreux, qui sont pas signés, ou qui sont signés, mais d'artistes qui sont pas du tout connus, puis je vais les faire restaurer, je les mets en valeur, et je me dis, ah bah tiens, il y a 100 ans, ce peintre, il s'est appliqué, il a fait ce portrait, et puis moi aujourd'hui, je lui donne une place, une valeur, et ouais, il y a une notion, je pense, et c'est même quelque chose, alors tu m'as pas posé les questions, mais je vais répondre. Vas-y. Dans l'art de la création et dans la démarche artistique de perdurer en fait dans le temps et de défier le temps et la mort en fait, de se dire bah voilà ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais peindre, bah, un jour moi je serai plus là mais le tableau il sera toujours là et il va poursuivre sa vie en fait. Et ça me motive je pense profondément. C'est important pour toi ça de savoir entre guillemets je trouve pas le mot ce que tu vas léguer, ce que tu vas laisser après ta mort. Ah complètement. Ah ouais. Alors je sais pas tant ce que je vais laisser après ma mort, mais je pense que j'adore vraiment, enfin c'est une certitude, j'adore la vie. D'accord. Je suis complètement flippée de la mort, du passage du temps, et je pense que et pas que dans mon activité artistique, mais oui, j'ai cette démarche d'essayer d'échapper au temps, voilà, et voilà, et je me rends compte que parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un besoin de peindre, c'est pas juste voilà, c'est pas un loisir, et voire même des fois je peins des choses parce que je me suis dit tiens je veux faire ça ou ça, et au moment où je peins je me dis ah punaise ça me demande un vrai effort parce que moi je prends pas enfin c'est pas de plaisir parce que comme j'en ai besoin, je m'accomplis quand je peins, ou je m'accomplis plus au moment où je vais terminer ma toile et qu'il y a un résultat et que je me dis ah oui là il y a de la satisfaction, j'ai progressé, là c'est un bon moment. Mais moi je suis pas la peintre qui va mettre son chevalet au bord du fleuve et qui va passer une bonne après-midi. Peindre, alors je vais pas dire pénible, mais c'est minutieux, ça prend du temps, de la concentration. Et moi qui peins dans tous les sens, ça me demande un vrai effort de peindre en fait. D'accord, c'est un peu difficile, un peu douloureux peut-être. Oh, pas jusqu'à douloureux, mais un effort de se dire ah ben il faut que je le fasse. Et pour arriver à ce résultat-là, il va falloir que je fasse petit trait par petit trait. Alors que j'ai peut-être juste envie de mettre un bon gros coup de pain, ce que je fais parfois, et puis je recommence parce que c'est pas le résultat que je veux atteindre. Et ouais, plus souvent la notion d'effort et de travail qu'on retrouve dans n'importe quelle discipline en fait. On n'a pas de résultat sans effort, sans travail en fait. Tu peux nous raconter aujourd'hui une journée type d'Anouk? Comment ça se passe? Tu postes ta fille à l'école et puis... Journée type, je pense qu'il n'y en a pas. Après, effectivement, il y a la vie familiale. Donc, là, je ne vais pas réexpliquer. À chacun, je pense que voilà, il y a des petits rituels du quotidien. Ou alors, je vais peut-être parler, pour faire un lien avec ma peinture, des repas. Parce que dans mes sources d'inspiration, donc il y a la relation humaine, mais dans ma famille, on accorde une énorme importance à la bonne nourriture. D'accord. Ah oui, moi tu me demandes aujourd'hui de choisir entre tu m'offres un voyage à l'autre bout de la Tahiti, une semaine tout payé, je préfère avoir 5 restaurants en France dans des restos étoilés, et je ne vais pas aller lézarder sur la plage. Okay. On peut être comment on dit, corruptible. Corrompu, on peut être corrompu dans ma famille avec de la nourriture. Okay. Et donc voilà, donc le moment du repas, voilà, ça va de faire son marché, cuisiner, voilà, et c'est aussi une source d'inspiration. Okay. Parce qu'il y a ce côté, oui, ça fait partie de la vie, et justement peut-être des couleurs et tout ce que je peux traduire après dans mes tableaux qui sont, qui peuvent faire penser à quelqu'un de bon vivant, ouais. Enfin voilà. Donc il y a les repas qui sont importants. Après la peinture, en fait j'ai 2 casquettes, je vais avoir la casquette mère de famille, et puis après il y a le moment où là je sors j'enlève cette tenue là, je mets la casquette artiste. Ce que j'allais dire, tu poses ta fille, je sais pas, à 8h30 à l'école, tu rentres à la maison, ton mari est au boulot, la fille est à l'école, tu es seule dans ton atelier. Alors, en fait, c'est pas forcément sur des moments de la journée où je vais peindre. J'ai plus, en fait, quand je peins, là, justement, je retrouve cette notion de perte de temps, de notion de temps ou d'horaire. Donc, je vais plutôt avoir tendance à peindre 3 jours d'affilée et faire que ça. Mais c'est pas justement, tiens, je peins de 8 à 10. Non, c'est en fait,
j'y pense, bon, la peinture, j'y pense tout le temps. Après, je pense à mes dessins, je travaille mes dessins, donc ça peut se faire assez facilement, on va dire n'importe où. On part en week-end, en machin, j'ai mon carnet, je fais des croquis je recherche des modèles sur internet. Enfin voilà, je travaille sur le dessin. Et après, il y a toute la partie exécution. Et là, j'ai plutôt tendance à prévenir ma famille et à dire, bah en fait, lundi, mardi, mercredi, je vous fais des tupperwares et vous faites comme si je n'étais pas là. D'accord. Et là, je me plonge dans la peinture et parce que justement, je maîtrise pas ce temps et que des fois, parfois où je me suis dit, bah tiens, là, j'ai toute l'après-midi pour peindre, je m'installe, je suis pas prête, j'ai envie de rien faire. Et il y a d'autres moments où je me dis, tiens, c'est 18h, je vais commencer à peindre et je dis à mon mari, j'en ai pour 1 heure. Puis en fait, à 2h du matin, j'y suis encore et en fait, du coup, que je suis plongée dedans et tant que j'ai pas. En fait, je recommence, alors je suis avec mon sèche-cheveux pour sécher, pour recommencer quand ça passe sécher assez vite. Et c'est vrai que. Ah, c'est marrant ça, d'accord. Et c'est vrai qu'il y a il y a ce. En fait, il faut jongler en permanence avec l'emploi du temps de la maman ou de la juriste, ou enfin, l'emploi du temps et encore une fois, c'est pareil pour tout le monde en fait. Et cet emploi du temps, créativité, et notion du temps qui n'est pas la même, parce qu'en fait, on peut avoir l'inspiration à 18h30 et puis la maman à 19h elle fait à manger en fait. Donc il faut arriver à trouver ce juste milieu. Donc avant, je le vivais très mal et je me disais, bah, c'est soit l'un, soit l'autre, et j'ai l'impression que ça m'empêche de. Et puis après, voilà, c'est aussi ce que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, je l'accepte et je me dis, bah non, en fait, c'est peut-être pas le bon moment. Et puis il y a des choix, puis il y a des moments, la priorité, ça sera la famille, parce que les circonstances font que c'est plus ça maintenant. Voire même, je serai plus sereine, parce qu'après, il y a la culpabilité de se dire. Ah ben voilà, j'arrête tout, je fais que de la peinture, et puis oui, mais je suis pas tranquille parce que je me suis pas occupée de ce qui était aussi important pour moi, parce que c'est pas forcément de le faire que pour les autres en fait, mais et donc je jongle en permanence avec à essayer d'analyser les priorités, de dire ça c'est important, ça je pensais que j'en aurais pour une journée, je peux peut-être essayer de le faire mais juste 3 heures, et et dès que je peux, je casse de la peinture. Mais donc voilà, je peux pas dire la journée, il y a pas de journée type finalement, parce que des journées, je vais amener ma fille à l'école et puis je vais peindre. Et puis il y a d'autres jours où je vais faire du ménage ou des papiers. Et puis il y a des jours où je vais peindre. Je peins plus facilement, je pense, la nuit aussi, enfin le soir. C'est vrai. À partir de quelle heure ça peut être début de soirée et puis je peins. Ça m'est arrivé une fois, alors ça j'avais pas encore ma famille, mais donc c'était une grande toile et elle était par terre et en fait je regarde pas l'heure, je peins et à un moment donné je pique du nez et je m'endors et je commence à avoir. Je suis à 4 pattes avec sur la toile, je commence à toucher la toile et je fais oula et je regarde et c'est 6h30 du matin. Et alors qu'on m'aurait demandé l'heure, j'aurais dû bosser 11h en fait. Je suis partie dans mon absorbé dans le truc, incroyable. Ah mais complètement. Mais oui, il y a une espèce alors, je sais pas si c'est vraiment de la transe ou mais une espèce quand je peins, je suis dans une hyper concentration et puis cette volonté là d'arriver à ce résultat et de se dire voilà, je veux qu'au niveau du rendu ça fasse ça, et tant que ça fera pas ça, là je pense qu'à ça et je peux couper et faire autre chose, et dans ma tête je suis ailleurs et je suis à table et je mange comme ça et je me dis là je vais mettre du verre et c'est terrible, mais franchement, vivre avec les artistes ça doit être pénible hein. Ah oui, et puis je le vois, alors effectivement, en fait c'est comme si c'était une personne, et donc toute l'attention que je porte à ma peinture, et puis en plus la place de la peinture est hyper importante pour moi, et alors là c'est mon interprétation, donc je dis pas que c'est une vérité, mais j'ai l'impression que pour mon mari ou ma fille, je suis à 100% avec eux, et puis à un moment donné il y a la peinture qui arrive, et je pense que ça les déstabilise parce qu'il y a une espèce d'exclusivité, et que... oui, ils sont perturbés, oui, ils font des moments où je me dis mais c'est pas possible, on va passer 2 heures, il n'y en a pas un qui m'a parlé, chacun fait son truc, je pose des questions, personne ne me répond, je commence à peindre, alors là ça arrive, et t'as vu mon dessin, et machin, alors c'est très bien, mais il y a ça a une place, et pas que dans le temps, dans la tête. Voilà, dans la tête, où je peux être à table, et effectivement je suis en train de faire c'est une semaine où je suis en train de faire un tableau, et je suis absorbée et je suis ailleurs, et ça dérange un peu, quoi. C'est il faut que t'es pas avec nous, t'écoutes pas quand je te parle, et je dis non, en fait, je suis sûre, est-ce que je fais des pois, de quelle couleur je vais faire mes pois, et bien sûr. Voilà, donc il faut arriver à... Ah mais ça, pareil, c'est exactement pareil quand j'écris, t'es absorbé par un truc, t'écris des trucs géniaux, enfin, je trouve que c'est génial, le lendemain tu relis, c'est un navet complet, t'es déprimé, et tout le monde s'en fout, en fait, c'est terrible, c'est en train de dire, mais vous vous rendez pas compte, je fais un truc incroyable, c'est un chef-d'œuvre, je pensais que c'était le prochain Goncourt, c'est une dos.
et vous êtes là à me parler de la bouffe. On s'en fout. Il y a des trucs Non, mais c'est pour ça, je pense que c'est... C'est ça, c'est moi, je suis en train de jouer ma vie, là, en fait. Vous vous rendez pas C'est mon passage sur Mais Terre. c'est censé... On s'en fout, prends un plat Picard et fais pas chier. Est-ce que tu te parles? Oui. Ah Beaucoup. ouais, à haute voix, ouais. Ah, à haute voix, peut-être pas, mais en Il y a permanence. que les gens tarés qui se parlent à haute voix. Non, mais prendre du recul et essayer de m'auto-conseiller, de me dire, ben voilà. En tout cas, c'est très bête, hein, mais moi, ça m'aide en fait de me dire. Parce que je pense que j'ai tendance à être un peu perfectionniste, idéaliste, et en fait, de me dire, ah oui. C'est jamais, en fait, finalement, ce que je fais, c'est jamais assez bien, ma situation n'est jamais. Et en fait, après, je me dis, imagine quelqu'un qui arrive et qui commence juste à peindre, qui te voit et tout ça, et d'arriver à. Donc, ouais, de ce point de vue-là, je me parle beaucoup. Ouais. D'accord. Nous sommes plusieurs. Non mais ok. Comment tu peins concrètement? Tu peux nous raconter parce que moi je suis pas du tout. Enfin Ouais. j'ai essayé de peindre, mais tu disais par exemple la toile est par terre. Est-ce que la toile est sur le chevalet? Est-ce que tu mets de la musique? Est-ce que tu fermes la porte? Enfin, D'accord. tu Alors. peux nous faire visiter un peu ça? Et surtout que je pense que j'ai justement un peu en plus des particularités du fait que j'ai pas eu d'éducation, de formation. Donc déjà première chose, parfois on voit des artistes voilà très méticuleux ou un jour je sais pas j'avais un collègue qui me disait ah bah oui mais moi je lui dis où est-ce que tu peins, il me dit dans mon salon, il me dit voilà je mets une petite bâche et tout ça. Alors moi déjà j'en fous partout. En fait Ouais. quand je peins je suis un vrai porc donc Ouais. je gaspille de la peinture. D'ailleurs je fais des efforts pour en gaspiller moins mais je suis vraiment dans le... Et d'ailleurs, même, c'est une démarche que j'ai, je pense, volontaire, de me dire, je m'écoute, et là, je suis plus dans le, il faut faire comme ci, comme ça, il faut... Non, c'est, je saisis l'instant, j'ai envie de mettre un gros pâté de peinture, je mets un gros pâté de peinture, j'ai la flemme, et voilà, et même, je prends en compte ma flemme, donc voilà, j'ai la flemme de faire ci ou ça, je le fais pas, et voilà, je vais chercher mon sèche-cheveux, et donc voilà, donc c'est très... et brouillon. Et en fait, finalement, à chaque fois que je me fixe un cadre en me disant, tiens, j'ai un chevalet, mais par exemple, là récemment, donc je vis déjà dans mon appartement et j'ai déjà l'espace de mon atelier, même s'il n'est pas encore aménagé, il y a des travaux encore et tout. La dernière fois que j'ai peint, j'ai fait 8 tableaux dans le couloir par terre en fait. Donc, parce que il y avait une question de lumière, de machin, et je me suis dit, ah oui, tout ça pour ça. Donc, bon, finalement, après l'atelier, c'est très bien, c'est une jolie vitrine, ça me permettra d'avoir tous mes tableaux au même endroit, et ça sera possible de les regarder, parce que pendant des années, j'en avais un peu dans le garage, un peu dans la chambre d'amis, un peu. Donc là, j'ai vraiment le lieu, on va dire, officiel, et ça me donne. En fait, c'est plus par rapport pour faire un lien avec le public, l'atelier, et d'avoir voilà, un lieu pour recevoir et montrer mon travail. Ouais. Une espèce, pardon de te couper, une espèce de statut, quoi. T'es peintre parce que t'as un atelier. Oui, exactement. Ça fait partie du... Ça fait partie du... Alors... ouais. Je vois ce que tu dis. Et finalement, ouais, c'est ça, oui, ça officialise, ça formalise. Mais moi, voilà, donc quand je peins, c'est, voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je fais 3-4 tableaux en même temps. Ah, c'est vrai? Oui, j'ai pas, c'est vraiment ouais. une vraie bête. Une vraie bête sauvage quand je peins. Non, mais donc, voilà, donc, tu peins, tu lances plusieurs projets en parallèle. Ouais, je peux peindre 4-5 tableaux en même temps. Ouais. Parce que justement, je suis impatiente et je commence les dessins, les premières couches, ça sèche, et puis après, je vais faire... Et après, je m'en veux parce que j'en fous partout et que pendant 3 semaines, il faut nettoyer derrière. Donc... Ouais, mais à la limite, ça veut dire ça, c'est pas vrai, mais c'est surtout, tu arrives à mener les quêtes de front, parce que tu vois, je réfléchis en t'écoutant. Moi, jamais, je ne commence à écrire 2 livres en même temps. En commençant... J'en bats, je vais au bout, une fois qu'il est terminé, bam, je tourne la page et j'en attaque un nouveau. Mais je sais que si je me suis, entre guillemets, je commence un roman et puis je me dis, ah tiens, je vais faire un recueil de nouvelles et puis un essai, tac, 6 mois après, les 3 sont en chantier et puis j'ai une 28e idée et voilà. Ah, moi, je ne commence jamais un truc avant d'avoir terminé l'autre. Pas toi. Pas du tout. Oui, voire même, je fais plus souvent plusieurs tableaux à la fois que un. Oui, alors, ça m'arrive d'en faire un. Mais ça, et puis après il y avait aussi cette histoire où justement comme j'avais jamais été formée à l'utilisation de la peinture acrylique dans la manière dont je peins, parce que c'était ta question initiale,
En fait, moi, je mets dès ma première couche, en fait, ma peinture, elle est hyper épaisse. Et alors bon, ça dépend des tableaux que je fais, mais dans l'ensemble, quand même, j'aime bien mettre des grosses épaisseurs de couleurs. Et j'ai appris assez récemment que, en fait, non, l'acrylique, d'abord, il faut beaucoup la diluer à l'eau, faire une première couche, et après, tu fais de plus... Enfin, voilà, c'est une succession de couches assez fines, et la première est très diluée. Donc voilà, en termes de technique... voilà, je sais que j'ai une approche qui est assez voilà, particulière, voilà, mais qui est voilà, plus dans le... Il y a une question de, ouais, de se faire plaisir ou de se faire plaisir ou de s'écouter et de... Voilà, je suis pas dans le... voilà, je suis pas en train de poser avec mon petit pinceau, faire des petites touches comme ça. Non, voilà, je suis habillée en jogging, en pyjama. Je veux pas dire que je ressemble à rien, mais si, je ressemble à rien quand je peins. Et puis voilà, et puis j'ai mon chevalet, mais une fois sur deux, en tout cas quand c'était grand format, ça finit par terre sur la table, dans un couloir, enfin, et à quatre pattes, enfin voilà, il n'y a pas de... D'accord. Et tu mets de la musique, Alors j'écoute très souvent Une vie, une œuvre, des podcasts de France Culture. D'accord, Ouais. ok. Et donc c'est marrant parce que je choisis, alors prioritairement, mais une fois que j'ai fait tout le tour, j'écoute d'autres disciplines, donc prioritairement Une vie, une œuvre sur les artistes peintres, Bien sûr. mais après les sculpteurs, les écrivains, et c'est là en fait où j'ai pris aussi beaucoup de recul par rapport à cette histoire de vie, de se dire ah moi je voudrais faire la peinture à 100% de mon temps et j'y arrive pas, et en fait non, tous les grands artistes, tous les grands écrivains, bon bah voilà, ils ont écrit quand ils étaient dans les goulags, Ouais. ils ont connu les peintres, ils ont connu la fin, ils ont fait des marchés, des expositions où personne n'a regardé ce qu'ils ont fait, ils sont rentrés, enfin voilà, et là on se dit ah oui quand même, donc en fait on va peut-être, en termes d'ego, on va peut-être redescendre et se dire bah écoute, voilà, peins, crée, fais tout ce que tu as à faire, et puis le reste après... C'est en plus, quoi. C'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité en fait. Le succès, la visibilité, l'argent, parce que c'est aussi une question qui se pose. Et justement, quel est ton rapport au succès? Est-ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, moi, le fait de peindre en soi me suffit. Est-ce que, alors je te le souhaite pas, mais si tu passes ta vie sans avoir de toile qui explose, voilà, est-ce que tu arriveras en disant, bah mince, j'ai tout raté, ou est-ce que tu diras, bah non, moi j'étais juste là sur cette terre pour peindre, j'ai fait ce que j'avais à faire? Alors, j'ai peut-être une vue assez pessimiste du succès, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on idéalise beaucoup. Ouais. Je pense que c'est très positif et que bah, ça peut faire que plaisir et qu'il y a une espèce de reconnaissance officielle et de dire ça y est, je plante mon drapeau en haut du sommet, j'y suis arrivée. Et en même temps, est-ce que ça change vraiment le quotidien? Est-ce que ça change vraiment la vie en fait, le succès? Est-ce que ça la change de manière vraiment positive? Par exemple, mais justement dans les émissions que j'écoute, alors je retiens aucun nom, un grand photographe américain qui disait, en fait, ça a été horrible quand j'ai connu le succès, enfin horrible, en tout cas il l'a mal vécu, parce qu'une fois qu'il avait gagné le premier prix, qu'il a été hyper médiatisé et tout, en fait il avait derrière tous les médias qui attendaient la photo suivante, et il avait plus droit à l'erreur, et il se mettait une pression monstrueuse pour arriver à pas décevoir les gens, et de ce point de vue, j'avais trouvé ça assez atroce. Voilà. Moi, je dirais le succès au sens, voilà, ah tiens, c'est la révélation. Il y a des gens influents, voilà, qui sont influents dans le milieu de l'art, qui vont remarquer mon travail, et je pense que je m'évanouis de bonheur, je serai comme une dingue, je dors pas pendant 3 jours. Mais, et après, donc éventuellement, bah oui, il y a la partie financière. Donc bon, ça pareil, c'est confortable et tout, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de besoin dingue, j'ai pas besoin d'une grosse voiture, j'ai pas besoin de voyager dans le monde entier. J'ai besoin, si je devais avoir beaucoup d'argent, je pense que justement j'achèterais plus de portraits de femmes et de tableaux ou des choses comme ça, mais de pas avoir du succès, je le verrais pas comme un échec. Par contre, je pourrais regretter de pas avoir essayé de rendre mon travail visible, et je pense qu'aujourd'hui c'est pour ça que je suis dans une démarche où je me forme aussi au marketing. Et je m'intéresse beaucoup aux carrières de plein d'artistes pour essayer de comprendre comment ils sont arrivés à ce succès-là. Donc je travaille, et c'est pour ça, d'où l'atelier pour rendre mon travail accessible au public et tout, parce que j'ai cette
petite voix au fond de moi qui me dit bah ça serait quand même dommage Ouais. de pas essayer le truc, mais voilà, j'arrive vraiment moi mon plus ce qui est le plus important pour moi, c'est d'arriver à sortir tout ce que j'ai envie de peindre et tout. Et je sais qu'aujourd'hui, bah, je suis, enfin voilà, je vais estimer comme ça, je me dis, bah là, moi je pense que je suis à 40% de mes capacités, mes possibilités. Mais justement, cette contrainte de temps qui fait que je peins que les week-ends, donc j'ai fait des tableaux relativement rapides et tout, mais j'ai aussi cette contrainte de volume, parce que j'adore faire des grands tableaux. Ah ouais. Et voilà, quelquefois, bah, ma grossesse par exemple, c'est là où j'ai fait un de mes tableaux les plus détaillés et travaillés. Et j'en ai fait qu'un pendant toute ma grossesse, et je me dis, ah oui, le résultat, ou en tout cas, oui, il y a quelque chose de vraiment différent, et le fait d'y avoir passé beaucoup de temps, on est quand même au niveau supérieur, et je me dis, mais des tableaux comme ça, il faudrait que j'ai envie d'en faire encore dans ma vie 20, 30, et pas juste un en fait. Voilà. Et ça, alors ça pour le coup, ça, je pense que si demain j'ai un accident de voiture, je me dis, la chose qui va me traverser l'esprit après ma famille, c'est de me dire, ça sera de me dire, ah c'est horrible, j'avais encore des choses à peindre en fait. Donc... Je suis tout à fait sur ça moi aussi. Pareil, je me dis, mais si je meurs demain, mais c'est terrible. J'imagine pas. Non, mais tous les bouquins que j'ai encore à écrire. Oui. Non, mais c'est terrible. Et pas que, parce que tu fais pas que des bouquins, donc enfin et tout quoi. Mais en même temps, du coup, je pense que ça crée cette espèce de, je sais pas comment dire, d'urgence à vivre. Se dire, il faut y aller. Quoi. Ah, oui. C'est maintenant. Exactement. Et c'est pas le succès en fait. Il faut que ça sorte là. Il faut délivrer quoi. On n'est pas là pour enfiler des perles quoi. Il y a un moment, il faut sortir les bouquins. Voilà. Non, on est d'accord. Je suis tout à fait en phase avec toi. Et je suis d'accord avec toi sur une chose. Moi, je pense que c'est un peu paradoxal ce rapport au succès. Je suis convaincu même que le succès ne résout rien. Je pense que demain, le succès, on vit tous quand tu es dans une carrière artistique à dire si je pouvais avoir un grand prix littéraire, un truc, une reconnaissance, être dans des musées, enfin tu vois que ça. On vit avec cet espoir et je suis convaincu que le jour où ça t'arrive, c'est ça. Je pense que tu es hyper déçu. Je pense qu'en plus il n'y a pas de sommet, c'est-à-dire qu'en fait tu dis t'es dans un grand musée, ok l'étape d'après c'est quoi, c'est d'aller au MoMA à New York, c'est d'aller, enfin je pense qu'il y a pas de, c'est David Guetta qui raconte ça dans une interview. Il disait chaque fois que t'atteins un truc tu dis bon bah ça y est, et en fait après il disait t'as Rihanna qui t'appelle pour dire on fait un feat, évidemment tu dis bah je vais pas dire non à Rihanna, et après il disait t'as le Stade de France, il te dit on fait le Stade de France ton producteur, et il disait en fait tu passes ta vie comme ça, il y a pas de limite quoi. Et donc nous, on se dit bon. Il n'y a pas de sommet, donc il n'y a pas ce fameux sommet où tu arrives et tu dis ça y est, j'ai su. Tu as dit tout à l'heure, je plante mon drapeau, ça n'existe pas. En fait, tu passes ton temps à atteindre des paliers. Oui, et donc il faut apprécier les paliers. Et ben exactement. Et donc en fait, c'est un peu bizarre parce qu'on passe notre vie à être dans la course, à dire là je serai heureux. Et en fait, une fois que tu y es, tu dis mais putain, en fait, c'était pas là. Ok, c'est l'étape. Et donc je pense que tu as un vrai risque finalement je sais pas comment dire, d'être absorbé par ça et de passer un peu à côté du quotidien. Quoi. Oui, et puis après, il y a des... Il y a aussi, enfin, moi je sais que j'avais peut-être cet espoir de se dire ah oui, j'ai envie de faire l'unanimité ou que le grand public soit hyper touché par ce que je fais. Et en fait, pareil, en écoutant et en observant, tu dis ah bah finalement... Et c'est sorti il y a pas longtemps dans un article de Harry Bellé dans Le Monde qui écrit sur les salons artistiques, et il reprend une phrase, je crois que c'était de Renoir, qui dit mais de toute façon alors je sais plus les chiffres, mais sur les 25 000 qui ont visité le salon, il y a que 15 personnes qui sont capables d'apprécier les œuvres d'art en dehors du salon, parce qu'en fait ils trouvent ça beau juste parce que il y a des grands galeristes qui leur disent que c'est bien, et pas ou parce que où ils vont acheter parce ils espèrent faire un investissement, mais pas parce qu'ils ont compris et ils ont été touchés par ce que... Oui, il y a une question de compréhension et de connexion. Et le succès, c'est ça, c'est toucher le grand public. Et le grand public n'y connaît rien. Ou j'ai une référence pourrie, mais pareil, j'ai un souvenir, une interview de Dave qui justement connaît le succès avec sa chanson, alors je crois que c'est Vanilla, je sais plus le... Bon bref, un petit peu... Oh, je connais pas je connais pas bien, j'ai pas clubé sur ça, à la merci. Ouais, Anouk. Et en fait, il dit que ça a été, il a connu le méga succès, et en fait, c'était le cauchemar, les gens ne lui parlaient plus que de ça, et que son œuvre, parce que pour le coup, lui, la musique, c'est sa vie, c'est... Bon, les gens, ils connaissent rien au chant, à la musique, à la composition musicale, et en fait, ils ont fait la tête comme ça avec... c'était l'étiquette, et c'était « Est-ce que vous pouvez nous faire le refrain, Vanilla ?» et tout ça, et en fait, le gars, il en pouvait plus. Et voilà, est-ce que ce succès-là, donc succès, oui,
Mais le succès, ça veut aussi dire masse, et forcément, qui dit masse, tu touches pas, ou c'est pas forcément pour les bonnes raisons, ou en tout cas, moi, je sais pas si ça me... Du coup, pardon Je de, t'en prie. et du coup, ton rapport justement au contraire aux gens qui n'aiment pas ton travail, aux critiques, aux haters, est-ce que tu es encore entre guillemets préservé? Est-ce que tu as des gens qui disent que tu fais c'est de la merde? Tu as déjà eu des retours comme ça et comment tu le vis, comment tu le gères? Alors, Alors, pareil, je pense qu'il y a une nuance, il y a deux choses. Il y a j'aime pas, c'est-à-dire ça me plaît pas. Ça, je suis hyper à l'aise, parce que, D'accord. en fait, c'est le principe même de l'art, et bon, j'ai déjà entendu des gens dans un musée regarder un Van Gogh, regarder les tournesols et dire non mais c'est bon, moi aussi des fleurs j'en fais quoi. Enfin voilà. Et là en fait on dit bon ben voilà, ça c'est très personnel et voilà, et puis c'est en fait c'est quand on regarde une œuvre d'art, ça fait appel à son histoire personnelle en fait. Donc il y a des choses qui vont nous toucher parce que ça nous fait penser à ci, à ça. Il y a l'éducation, moi j'ai voilà les peintres du sud, les couleurs du sud. Quand aujourd'hui j'aime un tableau, souvent, les couleurs qui m'attirent, ce sont les couleurs que j'ai vues avec mes parents dans les musées quand j'étais petite, en fait. Et on a toute cette éducation. Donc là-dessus, je pense que c'est même normal, en fait, de ne pas faire l'unanimité. Et personne ne fait l'unanimité. Donc voilà, Picasso ne fait pas l'unanimité. Donc là-dessus, j'ai aucun problème. Après, moi, c'est plus une histoire de crédibilité. Ou par exemple, moi, qui m'a fait souvent hyper mal et qui va peut-être faire que je ne vais pas forcément non plus en parler facilement ou avec tout le monde, ah oui, enfin c'est un loisir. Et en fait, moi, c'est pas un loisir. Et ça, je ne supporte pas qu'on me dise ou qu'on me Ouais. fasse comprendre. Alors, parfois, c'est pas du tout malveillant, c'est des gens qui sont tout contents. Et c'est ah, ben moi aussi, depuis septembre, mercredi, je fais atelier peinture. Et en fait, là, je m'effondre intérieurement. C'est Ah ouais. vraiment, je me dis, mais non, mais moi, je souffre pour la peinture, j'y pense jour et nuit, je vis avec ma peinture, j'y Ouais. réfléchis, j'y investis de l'argent, voilà, je fais aussi, voilà, je consacre du temps et donc je fais aussi des sacrifices par rapport à ma famille, à mes amis, pour, voilà, on part pas en vacances, alors après c'est un choix, c'est pas notre priorité, mais je pars pas en vacances et je préfère mettre mon argent pour acheter des toiles et en fait, voilà, C'est une vocation, quoi. oui, une passion, enfin Ouais. et du coup et ça me fait mal en fait et alors que les gens sont hyper gentils et tout, mais voilà ouais voilà ça me pose problème en fait. Donc c'est pas tant j'aime pas, c'est plus ah oui voilà t'as fait un loisir le week-end en fait, voilà, D'accord. Alors que toi, t'es sérieuse avec tout ça. hyper sérieuse en fait. C'est bien, on bosse. Euh, Tu mets combien de temps pour peindre une toile? Tu peins combien de toiles par an? Alors je réfléchis beaucoup, je travaille beaucoup les dessins et j'exécute après très vite. D'accord. Donc je sais que enfin, plusieurs fois on m'a vu la remarque et puis même moi en fait quand je peins 4-5 toiles, je passe une semaine et je peins 4-5 toiles dans la semaine. Ah oui. Après ça dépend aussi du détail et après aussi je reviens dessus. Et là après il y a des tableaux que je vais terminer mais beaucoup. Par exemple je vais avoir un tableau où il y a quelque chose qui cloche qui me convient pas et il va rester 1 an, 2 ans tout seul. Je le vois, je le regarde, je le cache un peu parce que c'est pas celui qui me plaît le plus. D'accord. Et à un moment donné, je vais y revenir. Un peu comme un truc, le vin qui vieillit. Et D'accord. je pense que parce que j'ai besoin de recul et que je vois pas encore ce qui cloche ou ce qui. Alors c'est pas clocher, mais c'est vrai qu'il y a une histoire quand même d'équilibre et d'harmonie. Et je vois pas qu'est-ce que c'est qui cloche qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que j'atteigne cet équilibre. Ouais. Et voilà, donc là il y a. Ouais, donc régulièrement je retravaille des tableaux et je reprends des tableaux que j'ai fait il y a 1 an, 5 ans. D'accord. Tu t'as pas répondu à ma question. Combien de toiles tu peins C'est par an? très irrégulier. Ouais, comme je dis, je me suis arrêtée pendant 6 mois entre deux travails il y a 5 ans de ça, j'ai peint 50 tableaux. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, l'œuvre d'Anouk Marco, c'est combien de toiles? Une centaine. Ah, c'est bien, hein. Une centaine, mais dedans, par exemple, là dernièrement j'ai refait des Mais flamencos. t'es assez productive, quoi. Oui, et c'est ce que je me dis en fait, le peu de temps que j'y passe, j'ai quand même pas mal produit et donc je peux encore mieux faire. Après, en fait, il y a des tableaux que je fais qui sont grand format, plus travaillés autour de la couleur, et après je fais plutôt des petits formats qui sont plus sur le dessin, avec beaucoup moins de couleurs, beaucoup moins de. Donc ne serait-ce que ça, en fait, voilà, je vais te dire une grande toile, c'est une semaine à temps plein de travail
Si on D'accord. met tout bout à bout, plus les 3 mois de réflexion sur le dessin, Ouais. sur quel format de toile, quel type de Ouais. toile, enfin il y a tout. En fait, ouais, la partie peinture, finalement, c'est pas celle qui me prend le plus de temps, c'est vraiment toute la réflexion qu'il y a autour. Tu peins tout le temps, quoi, en permanence. Mais dans ma tête, ouais, j'y pense. Là, je te dis, j'ai une centaine de toiles, mais dans mon esprit, dans ma tête, déjà, rien que là, j'ai déjà 200 idées que j'ai pas encore sûr. mis en œuvre. Et il y en a des nouvelles tous les jours, et ouais, ça. D'accord, c'est bien. Est-ce que tu as expérimenté d'autres domaines d'expression artistique, la peinture, le théâtre ou l'écriture ou la photo? Non, j'aime beaucoup la photo. Et d'ailleurs, je pense, si j'avais assez de temps et plusieurs vies, j'aimerais idéalement me former à la photo et tout, parce que c'est en fait, c'est la base pour moi même de la peinture. En fait, c'est d'avoir l'œil et d'avoir, alors que ce soit en photo, dans son esprit ou autre. Donc la photo, ça me plairait beaucoup. Mais j'en fais pas plus que ça, ou en tout cas, voilà, moi je prends mon appareil et puis je fais ce que je peux pour faire mes modèles. L'écriture, pas du tout. Et je réfléchis. Et non, après la cuisine, parce que pour moi, il y a une partie créative dans la cuisine. D'accord. Mais c'est tout. Ok. Tu fais des bonnes lasagnes? Ouais. J'étais sûr. Ok. Tu parlais de ne peindre que des portraits de femmes. Pourquoi? Alors, C'est militant, ça revient à l'enfance? alors, je me pose encore la question. Mais c'est une vraie obsession, parce que je sais que. Voilà, en fait, c'est plus un constat. Voilà, je regarde une expo, j'adore ce tableau sans réfléchir, c'est un portrait. Je me dis, tiens, voilà, je vais voir un salon, j'ai envie d'acheter un tableau, j'achète un portrait. Enfin, je reviens toujours au thème du portrait. De manière consciente, je dirais, les portraits, en tout cas moi quand je peins, c'est bien parce que c'est d'abord un support. Et pourquoi les femmes? Parce que c'est un support qui est pour les couleurs. Donc je peins pas des gens, mais au départ je me dis, quand justement je commence à faire mes premiers tableaux figuratifs, je fais des femmes avec des turbans, avec des voiles, Ouais, j'ai vu. Et du coup c'est une manière de... Donc c'est un support, au départ je me dis c'est un support pour la couleur. Après j'ai dans la déco, et aussi dans mon travail il y a quelque chose on me le dit plutôt souvent, c'est même pas moi qui l'ai remarqué, de doux. Et tout ce qui est arrondi, les sourires, les courbes, et donc le visage des femmes, les rondeurs des femmes se prêtent complètement à exprimer cette douceur-là. C'est vrai, maintenant que tu le lis, c'est tout à fait vrai. Je pense à tes tableaux, c'est tout à fait ça. Et aussi, il y a cette histoire de regard, puisque, et c'est vrai que c'est une partie importante dans les portraits que je fais, en tout cas sur laquelle je travaille particulièrement et sur laquelle je passe le plus de temps, c'est le regard, parce qu'il faut que le regard accroche et soit profond, intense, et c'est un peu aussi un point d'entrée, je trouve, quand on regarde, mais comme quand on regarde quelqu'un, on regarde et puis on rentre dans les yeux de la personne, et là on rentre dans le tableau. Je fais pas de portrait, donc ça ne représente personne, et d'ailleurs souvent on me dit c'est qui, c'est toi, c'est machin, et je me dis non, en fait c'est personne, et c'est pour ça que du coup alors c'est ma manière à moi de dire que ça représente pas quelqu'un. Je leur donne les titres de mes tableaux, ce sont des prénoms d'hommes, parce qu'en fait j'ai fait un petit tableau pour une dernière expo tout rose et tout, c'est Robert en fait. Voilà, ne me demandez pas qui c'est, ne me demandez pas si c'est moi, mais voilà, donc je leur donne des prénoms d'hommes pour cette raison-là. Et voilà, donc c'est plus pour traduire une émotion, des sensations, de la douceur. Et après, alors, moi toute seule, je me sens pas du tout féministe, donc j'ai pas de message particulier. Après... c'est pas militant, quoi. Non. D'accord. Pas consciemment. D'accord. J'accorde de l'importance à la féminité. Il y a une sorte de séduction aussi, je pense, dans tout ce qui est les danses, notamment de flamenco et tout. La sensualité, enfin voilà, c'est des thèmes qui me parlent moi en tant que femme et qui se traduisent comme ça, ouais. D'accord. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu peins sans modèle? Non, je peins avec des modèles. Tu as quelqu'un qui pose en face de toi dans ton atelier? Un modèle physique? Non, non, je regardais. En fait, je vais faire des dessins, je vais travailler à partir de... Alors, idéalement, si je pouvais avoir des modèles, et j'en ai eu, quelques personnes qui se sont prêtées, donc ma sœur quand j'étais plus jeune, après des amis. Donc, idéalement... Pardon, je pense avoir vu ta fille en tableau, non?
Ma fille aussi. Ah, Ouais, bien je sûr. connais bien l'heure d'Anouk Marco. Et, et en fait, idéalement, j'aimerais. Maintenant, c'est quand même assez contraignant parce que quand je prends quelqu'un en photo, alors la personne elle a tendance à poser la photo de enfin voilà, pour faire une photo avec un sourire et tu dis non, tu souris pas trop parce que je peins pas les dents. Je peins pas les dents. et, ou prendre telle pose ou telle pose. Et en fait, moi, je suis à fond dans mon truc. Ça fait 50 fois que je me regarde dans la salle de bain, que je jette le cou en arrière. Et en fait, la personne, elle est pas du tout dans le truc. Et en Ah fait, ouais. et puis je fais 100, 300 photos en fait. Donc la personne, elle s'impatiente. Ah C'est ouais. en hiver, je lui ai mis une robe, elle a froid. Voilà. Donc voilà, ma fille, c'est prête au jeu. Et donc, idéalement, oui, j'aimerais. Après, voilà, il faut trouver les bonnes personnes, il faut trouver le temps. Donc, parfois, je me suis auto-prise en photo avec le retardateur pour avoir la pose ou Que tu voulais, ouais. voilà, le geste que je voulais avoir. Mais c'est plus par dépit D'accord. et par défaut que j'ai fonctionné comme ça. Mais si, je fonctionne avec des modèles, ouais. Et après, en fait, j'ai des modèles. Après, je fais un dessin et je retravaille le dessin. Et donc, il peut être différent du modèle initial et jusqu'à ce que D'accord. ça Ok, rende. super. Tu vends tes toiles, pas uniquement en termes de, comment dire, de succès, savoir si tu es Mhm. coté. J'ai vu dans Connaissance des Arts que tu avais une bonne cote le mois dernier. Il disait investissez dans Anouk Marco. C'est un gros placement. Non, pas seulement d'un point de vue intérêt-succès, mais je vois par exemple, tu as dit que tu étais aussi collectionneuse. Généralement, les gens qui collectionnent adorent acheter et détestent vendre. Ouais. Est-ce que tu es Oui, capable c'est de ça. laisser partir tes toiles ou est-ce que c'est un crève-cœur, tu as l'impression d'abandonner un enfant? Alors, un peu des deux, c'est-à-dire que là aujourd'hui mon projet, donc il y a l'installation de l'atelier, après je suis en train de travailler sur mon site e-commerce et justement j'ai pour objectif en septembre d'avoir un site e-commerce en ligne sur lequel je vais vendre mes toiles mais aussi des produits dérivés, D'accord. donc pas que les toiles elles-mêmes mais après voilà il y a des t-shirts et des robes notamment, des sacs, enfin voilà, donc ça c'est un projet sur lequel je travaille actuellement. Après, j'en ai déjà vendu dans le passé. En général, c'est des personnes que je connais. D'accord. En fait, c'est hyper important pour moi que ce soit des personnes qui, entre guillemets, sont sensibles ou comprennent ce que je fais, que j'apprécie. J'aurais beaucoup de mal, et je me suis déjà posé la question en allant voir des vernissages d'autres artistes où j'ai vu un couple absolument imbuvable, le vision, enfin un peu la caricature de bling bling, m'as-tu vu, et qui poussait tout le monde pour dire regardez, on achète une sculpture, et je me suis dit ah mais la dernière personne à qui j'aimerais vendre Ah un là tableau, ce sont ces là. personnes. Donc c'est compliqué pour moi, et en fait l'histoire de se séparer, est-ce que ça me fait mal ou pas, en fait c'est plus le temps passe, plus je m'attache à mes toiles. En fait je produis. Si quelqu'un me dit ah bah tiens ça là je l'aime bien machin, j'arrive assez facilement à la vendre et à m'en séparer. Si le temps passe, je m'y attache et là, elle fait partie de la famille. Et en fait, elles ne seront même pas en fait en vente. Ouais. Celle que j'ai faite par exemple, dont je parlais tout à l'heure pendant ma grossesse, je me dis c'est ma première toile où je fais de la perspective aussi. Alors voilà, techniquement j'ai essayé des choses que j'avais jamais faites avant. J'ai passé énormément de temps dessus. Ça correspond à une période de ma vie qui est unique. Voilà, ce Ouais. tableau, j'ai aucune envie de le vendre. Donc ouais. Tu le laisseras jamais partir. Non, et je suis plus dans une démarche. Alors, effectivement, il y aura le site e-commerce, il y aura de mes prix, donc mes tableaux seront disponibles, mais une partie de ma production sera disponible, parce qu'après, l'idée, ça sera aussi de produire plus régulièrement et de proposer justement à la vente mes toiles. Mais pareil, c'est pas un atout prix. Là, je travaillerai plus justement sur ma visibilité, sur ma cote. Je vais faire mon portfolio complet pour pouvoir toucher des galeries, aller sur des grands salons. Donc je vais plutôt m'investir là beaucoup sur ma visibilité et D'accord. justement peut-être ma cote et investir sur du long terme que de me dire là à tout prix. Et je le pense pour moi ou pour d'autres artistes, hein, des fois où on voit voilà, des gens qui font des trucs super, le prix est complètement raisonnable, et puis on voit des gens qui passent et qui font ah c'est cher, et Ouais. qui négocient, et bon le gars il a besoin de vivre alors il brade sa toile, et moi ça me rend malade en fait. Donc non, soit la personne elle a un énorme coup de cœur et voilà, elle négocie le prix parce qu'elle n'a pas les moyens, et ça peut même faire plaisir de vendre à quelqu'un qui a un super coup de cœur.
Mais vendre à tout, voilà, avoir comme objectif premier de vendre et surtout de devoir vendre pour vivre, ça Ah ouais, je ne veux pas. c'est pas ton... D'accord. Non, je préfère travailler au McDo pour payer mon loyer, Ouais, mais que... tu peux retourner en entreprise en tant que Ouais, juriste. ouais bah, je rencontrerai de nouvelles personnes. Oui, 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 on verra. D'accord. Ok, tu es perméable au monde, c'est-à-dire à ce que tu lis, ce que tu vois, ce que tu entends. Ça, Une horreur. c'est vrai. Ah oui, en fait, je suis une grosse éponge. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que aussi, là aujourd'hui, j'en parle hyper librement, c'est naturel et tout, mais pendant des années, personne ne savait que je faisais de la peinture, alors que c'était au cœur de ma vie. Et Ah non, je ouais, suis hyper sensible, je suis hyper influençable, et même dans ce que je fais, et ça aussi, c'est dans la partie créative. Et d'ailleurs, moi, on le voit aussi chez d'autres, hein, on a tendance à faire ce qui va plaire ou à... En fait, quand on y réfléchit, souvent, on oriente son travail, je pense, Enfin, moi, en tout cas, ça me demande un effort de rester libre et d'accord. me dire non, n'essaye pas de faire... Et justement, par rapport à ce côté académique, les premiers tableaux que je faisais figuratifs étaient beaucoup plus avec des ombres de visage, justement pour essayer de se rapprocher de quelque chose de réaliste, parce que les gens se disent bah si c'est réaliste c'est bien et si c'est pas réaliste c'est pas bien. Et puis après à un moment donné j'ai fait le choix de me dire bah non, moi j'ai envie de faire des dessins des visages très simples, il n'y a pas d'ombre, Ouais, c'est minimaliste, le nez on voit à peine les narines, c'est pas du tout réaliste. Et c'est presque, enfin je trouve il y a un petit côté naïf, mais bah, c'est ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai pas envie de... Voilà. d'accord. Euh, Qu'est-ce que tu as envie, du coup, de transmettre à ta fille par rapport à ça, par rapport à la peinture, tes choix de vie? Ou est-ce que Euh, c'est des choses qui rentrent pas du tout en ligne de compte? Bah, déjà, moi, par rapport à la peinture, alors enfin, je dis ça, je dis en souriant, mais j'y pense quand même en me disant, bah, toute ma vie, je vais faire une super pub, j'ai essayé de toucher des gros salons, d'être représentée par des grosses galeries pour me faire un Mhm. nom, et puis comme ça, bah, quand je partirai, elle vendra mes tableaux, et c'est elle qui en Elle sera à profitera. l'abri, la petite. Elle travaille à Avril, la petite, donc ça j'y pense. Même elle m'a dit, ah là, il y en a beaucoup, il y en a partout. Genre, moi putain, j'en garderai un pour le souvenir, mais Je genre, vais, moi, ça va vraiment un peu je vais le jusque-là. mettre sur mon compte eBay, quoi. Donc j'y pense comme ça. Après, elle, au quotidien, bah, elle peint déjà, elle est Ah hyper ouais. créative. Je trouve, enfin, maman la trouve douée Ah ouais. dans ce qu'elle fait. Elle a un super regard, un super œil. Et je pense que déjà aujourd'hui, elle a ce côté... je me fais plaisir et peu importe que les gens... Enfin, D'accord. j'y vais et j'ai envie de faire... voilà, j'ai envie de gratter au compas une photo, bah voilà, ça se fait pas, mais moi je vais le faire parce que c'est venu comme ça. Et non, là-dessus, voilà. D'accord. Non, parce que moi, je suis convaincu de ça, on éduque nos enfants simplement en vivant avec eux. Tu vois, tu peux dire des Mhm, choses et la façon dont ça me fait de vivre. c'est ça. Et moi, je me fais souvent la remarque que les enfants, mine de rien, ils me voient galérer depuis des années, ils me voient écrire, consacrer du temps, être énervé, être heureux, être triste, voilà. Et je pense qu'ils diront, bah voilà, finalement, écrire, c'est un job comme un autre. Et puis, bah, il y a des jours bien, il y a des jours pas bien. Enfin, tu vois, euh, je suis convaincu de ça, voilà. Et t'as dit qu'il avait fait une pièce de théâtre, non, à l'école Ouais, elle je fait une me- pièce. Exactement. J'avais consacré d'ailleurs un épisode de la chronique. Depuis, non, elle a arrêté. Ouais, mais Elle bon, écrit voilà. plus. Elle avait envie, elle l'a fait, Ouais, c'était elle son a fait projet. exactement. Et, C'est notre projet. c'est bon, elle est sur le rail. Écoute, on verra. Mais en tout cas, ouais, je trouve que ça donne je sais pas comment dire, des clés en termes de, faut s'accrocher, en termes de persévérance, en termes de, bah, tous les trucs qui, enfin, un peu moi m'obsèdent toujours, tu vois, la réalisation de soi, les rêves, comment tu te respectes, voilà. Ok. Et ton mari, on en parle beaucoup. Mhm. Ma muse. Ah, c'est vrai. C'est ta muse, en même temps, tu le peins pas. Oui, et puis même... Enfin, je sais pas du coup si tu avais une question précise par rapport à lui, mais Non. ce qui me vient là comme ça, c'est marrant, c'est qu'on est complètement complémentaires et donc opposés. Ouais. Et alors, lui, il est sensible au beau travail artisanal, au travail du bois, des choses comme ça. Mais alors, lui, la peinture, l'art, les musées, Ah nada ouais. quoi. Ah, mais rien du C'est tout. dingue. Vous rejoignez pas du tout sur ça. Pas du tout. Ah, c'est marrant. Et ah ouais, non, non, pour lui, enfin voilà, un jour il m'a dit, mais je peux pas te dire si j'aime ou j'aime pas, de toute façon, moi tu me montres un Picasso, je comprends pas en fait, je vois pas D'accord. l'intérêt, ça me touche pas, ça me... Donc lui est
Bah, à la fois, c'est pareil, pendant longtemps, je me suis dit, ah, moi j'aimerais avoir comme. Je sais plus, c'est. Bon, Evangelou, je sais pas quoi, qui a son mari qui la suit partout, qui fait des vidéos et tout. Et finalement, en fait, c'est un super bon exercice. Parce que justement, tu le disais tout à l'heure, est-ce que ça te touche quand les gens ils aiment pas comment tu Mm. réagis? Bah moi, la personne enfin, qui peut le plus me toucher, à laquelle je suis le plus sensible, et la première personne à qui j'ai envie de plaire, ne pense rien de ce que, de ce que je fais. Et donc, une fois qu'on dépasse ce cap-là, d'accepter en Mais fait c'est que tout ça. chacun a sa manière de voir, et c'est respectable en fait. On peut Mm. pas. C'est comme ça. C'est sincère. Ça lui fait sincèrement rien. Ou en tout cas, il le communique pas. Et finalement, bah voilà, bah, c'est très bien. Bah, c'est son. Je pense aussi, moi je suis totalement dans la même situation avec ma femme, je pense qu'aussi ça joue positivement sur l'ego un peu des artistes. Parce que tu vois, quand tu sors un bouquin, enfin, t'es hyper fier, excité, et en fait, ma femme à chaque fois, c'est un peu, ça, c'est un peu la douce Allez, froide. mets la Ouais, table. ouais, c'est super. Tiens, je te dans un nouveau projet et tout. Super. Tu es allé chercher les enfants à l'école parce Oui, voilà, que. c'est ça. Mais en fait, oui, c'est ça. Il y a aussi une histoire de décès. Alors, c'est des personnes, je sais pas parce que je connais pas bien ta femme, mais c'est des gens qui sont dans le concret et le réel. Et en fait, quand on est artiste, on n'est pas dans le réel. On est dans un monde imaginaire, on est dans, on est dans quelque chose qui est super kiffant, mais qui est très, voilà, c'est qui est tout Ouais. dans notre tête en fait. Et dans nos émotions, dans notre. Et voilà, mon mari, il est pareil, voilà, qu'est-ce qu'on pense de mon tableau, et t'as étendu la lessive, quoi, enfin voilà. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais c'est, voilà. Et en même temps, bah voilà, c'est aussi la personne qui va faire 8 heures de route pour amener mes tableaux à l'exposition, enfin, il contribue, lui, à sa manière. Qui le vit entre guillemets au quotidien, quoi. Voilà, et puis là, aujourd'hui, on va quand même prendre un grand salon qu'on divise en deux, et il y a une partie, c'est mon atelier, et donc voilà. Donc, Ah bah, il est content. voilà, les tableaux ont leur chambre, ça y est. Ah, super. Donc voilà, donc il va pas l'exprimer ou me dire ah c'est trop beau, vas-y. Non, il a même une fois il m'avait dit qu'il avait parce que moi je le challengeais un peu en disant oui tu me soutiens pas, nana, pourquoi tu crois pas, nana. Et puis il m'avait dit mais j'ai peur que tu sois déçu et que tu t'attendes à être reçu comme Picasso et machin, et que ça te Ah, que ça te fasse de la peine. que ça te fasse de la peine. Donc bon voilà, chacun D'accord. a une manière de voir les choses différentes. Bon, c'est bien. Ouais, mais je suis. Bon, c'est marrant, on a les mêmes. Ça te parle? Un peu exactement les mêmes histoires, mais c'est ça, je pense que ça te ramène un peu au quotidien, au concret. Ouais, t'es moins dans des délires, des trucs un peu. Parce que faut gérer aussi, je pense, l'ego des artistes, quoi. Tu vois, quand t'as. Voilà, c'est quand même. Parfait. On arrive bientôt au terme de l'interview, Anouk. Une dernière question. La plus dure, la question qu'on va l'appeler Arte, connaissance des arts. Est-ce que tu sais pourquoi tu peins? Non. Euh, Au premier niveau, c'est faut que ça sorte. Et j'ai voilà, toutes ces émotions. En fait, il y a beaucoup de. Je reviens sur le fait que je suis hypersensible, et je vis tout avec beaucoup d'intensité. Et les mauvais moments comme les bons moments. Et donc, déjà, j'ai plein de choses à raconter sur ça. Et quand je peins, en fait, je repense à ces moments hyper intenses. Et quand je fais des tableaux qui pètent en couleurs et tout ça, ça parle de ça, en fait. Donc, il faut que ça sorte. Il y a cette conviction que je peux toujours mieux faire, et qu'en travaillant plus, déjà ce que j'ai fait, j'en suis là et je peux aller là. Et je peins parce que c'est un domaine où je sais que je peux me dépasser. Donc j'ai cette envie de curiosité, puis ce besoin de l'exprimer. Et après, alors j'ai fait une analyse de psychologie, de cuisine et tout, mais je me le suis dit récemment, et en même temps je me suis dit bah ouais, ça fait tellement de sens. Bah, en fait, quand j'écoutais déjà un artiste qui disait il y a pas longtemps, bah en fait quand on crée, c'est parce qu'on veut être aimé, en fait. Mm. Et c'est justement en réfléchissant dans mes sources d'inspiration et aux artistes dont je parlais tout à l'heure, que j'ai vu quand j'étais petite, je pense qu'il y a une démarche vis-à-vis de mes parents, de se dire, bah en fait, quand je réfléchis, mes parents, ils sont complètement fans de ces artistes hyper colorés, et c'est comme ça aussi que moi-même je suis venue à la peinture, et je pense qu'inconsciemment, il y a de ça, il y a, je fais quelque chose que mes parents vont aimer hyper fort, en fait, et
voilà, quand je le dis, ouais, je me dis, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui relève de ça. D'accord, qui te ramène à l'enfance, ouais, à l'amour. Ouais, il y a en fait, pour moi, la différence entre l'artisanat et l'art, c'est qu'à un moment donné, on travaille à un point où on n'est pas juste dans la technique, on met une part de soi, en fait. Et, et ouais, c'est une manière d'être aimé, je pense. D'accord. Alors, j'avais oublié une de mes questions. La question comme un lundi. Cette fois-ci, ça sera la dernière. Si tu recroisais la petite Anouk, que tu as été, on va dire, les 8, 9 ans dans ces eaux-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, oublie tes doutes, arrête d'écouter les gens, arrête d'essayer de faire plaisir, de plaire en fait aux autres, et vas-y, n'arrête pas, et dès que tu as une heure, dès que tu as une occasion, fais de la peinture. D'accord. Fais de la peinture. Bon, très bien, super. Merci beaucoup Anouk. On arrive du coup Merci à toi. au terme de cet entretien. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, moi à chaque fois je trouve ça passionnant. N'hésitez pas à aller découvrir le travail d'Anouk Marco. Tu as quoi, un Instagram, J'ai Instagram et mon site anoukmarco.com. Alors parle bien encore dans le micro, Ah, pardon. pardon. Faut encore que tu te rôdes au truc de l'interview. Donc vous pouvez voir mon travail sur anoukmarco.com. Non, anoukmarco.art. Je me D'accord. trompe. Donc, Anouk Marco, en tout cas on tape sur Google, on va arriver chez toi. Donc mon travail est disponible et visible sur anoukmarco.art et maintenant que je me consacre à ma peinture, je le mets régulièrement à jour. Donc là tous les mois, mes dernières créations, plus d'explications sur mon travail et ce que je fais et puis annonce sur mes expositions à venir. Merci beaucoup Anouk. Je te laisse le mot de la fin. Tu sais ce qu'on dit? Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.